Bonjour, merci à vous, Monsieur Luminet, de vous joindre à moi et à Dany aujourd'hui pour un petit entretien afin de découvrir, de parler, on va dire, d'une des thématiques qui vous est propre, on va dire, les trous noirs d'une façon globale. Monsieur Jean-Pierre Luminet, directeur de recherche émérite au CNRS, Laboratoire Astrophysique de Marseille, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous faire une présentation? Oui, bien entendu. Alors tout d'abord, je suis tout à fait en ligne avec le projet effectivement de faire connaître la science au grand public, puisque ça a été effectivement aussi en marge de mon travail de chercheur toujours une très grande préoccupation à travers d'innombrables livres. J'ai publié plus de 30 ouvrages de culture, ce que je vais appeler la culture scientifique, et donné d'innombrables conférences, parce que pour moi c'est essentiel qu'effectivement faire passer les savoirs parfois très étonnants, mais très étranges et parfois un peu mystérieux auprès du grand public, parce que la science joue absolument un rôle fondamental et sa juste compréhension. Alors, mon parcours, très rapidement, bon, je suis français, avec un accent provençal. J'ai fait des études de mathématiques pures à l'université de Marseille, dans le sud, jusqu'à ce que je découvre par le hasard de bonnes lectures un petit peu les mystères et la magie des théories du XXe siècle, que sont la théorie de la relativité générale et de la physique quantique, ce qui a fait que j'ai bifurqué effectivement vers la recherche en astrophysique théorique, en physique théorique. Voilà. Donc je suis au milieu des années 1970, je suis monté, comme on dit, à Paris pour faire une thèse de doctorat avec un des grands spécialistes de la physique des trous noirs qui s'appelle Brandon Carter, qui venait de les célèbres comme de Cambridge, avec Roger Penrose, Stephen Hawking et ainsi de suite. Voilà. Et donc j'ai fait ma première thèse. Alors c'était pas sur les trous noirs, c'était sur une question très vive à l'époque, qu'il est toujours, mais d'une autre manière. On aura peut-être l'occasion d'en parler. C'est sur ce qu'on appelle les singularités de l'espace-temps, et en particulier les singularités en cosmologie. Ce sont ces points bizarres de l'espace et du temps où toutes les quantités physiques deviennent infinies et qui posent effectivement un certain nombre de problèmes. Est-ce qu'elles doivent être admises dans les théories de la physique ou est-ce qu'elles doivent être éliminées en améliorant les théories? Donc voilà, donc j'ai fait ma thèse sur ce sujet en 1977 et c'est en 1978 que Brandon Carter m'a fait une excellente suggestion à propos des trous noirs. Il savait que je m'intéressais à ces objets qui, à l'époque, avaient déjà une assez bonne assise théorique, avec tous les travaux précisément de l'école à la fois de Cambridge et puis de l'école américaine de Princeton autour de John Wheeler et quelques autres, mais qui n'avaient pas beaucoup d'assises expérimentales et astrophysiques. Voilà. Et donc, l'idée qu'il a eue, il savait que donc non seulement je m'intéresse évidemment beaucoup à la question, mais également que j'étais très intéressé par l'aspect visuel des phénomènes. Et il m'a dit, d'une certaine manière, dessine-moi un trou noir. Alors ça voulait dire quoi, dessine-moi un trou noir? Ben, ça veut dire faire la première simulation numérique, ce qui n'avait jamais été fait, de à quoi ressemblerait un trou noir. Alors, pas un trou noir isolé tout seul, noir sur noir, on ne voit rien, mais évidemment un trou noir entouré d'une structure lumineuse, par exemple, ce que l'on appelle un disque d'accrétion, qui est un disque de gaz chaud. Voilà. Et donc, le défi, que ça n'avait jamais été fait, donc ça m'a intéressé, bien entendu, et puis ça permettait de visualiser ce qui, normalement, ne peut être vu, c'est-à-dire le trou noir, le symbole même de l'invisibilité astronomique, mais dès lors qu'il est entouré de matière, il est dans un écrin de lumière, et les équations de la relativité générale permettent de calculer très précisément à l'ordinateur, d'écrire d'abord les équations qui ne peuvent malheureusement pas être résolues de façon analytique, donc on utilise après évidemment des calculs numériques pour tenir compte de tous les phénomènes induits par la relativité générale, c'est-à-dire la courbure de l'espace-temps, donc déviation des rayons lumineux, déformation des images, et donc évidemment
un trou noir entouré d'un disque, d'un anneau de matière ne va pas du tout ressembler à la planète Saturne avec des anneaux. Ça va ressembler à quelque chose de très très déformé. Voilà. Et déjà à l'époque, alors on commençait à en parler des trous noirs un peu dans la vulgarisation. Aujourd'hui, on en parle tout le temps et on montre souvent des images d'artistes qui sont fausses. On voit une sphère noire entourée d'un tourbillon, là, et ça ne tient absolument pas compte des vraies propriétés de l'espace-temps. Donc c'est le travail qu'effectivement j'ai fait, sur lequel bon j'aurai l'occasion de revenir probablement plus en détail. Donc là, j'abrège. Donc j'ai fait ce travail en quelques semaines en fait, et puis donc je l'ai publié en 1978. Et 1979, avec un article, c'était la façon dont des étoiles qui pouvaient s'approcher très près de trous noirs géants, les supermassifs que l'on trouve au centre des galaxies, pouvaient être détruites par l'équivalent de ce qu'on appelle des forces de marée gravitationnelles du trou noir. Et donc là aussi, c'était un travail théorique en amont de toute observation possible à l'époque. Et j'avais calculé, j'avais modélisé le processus de destruction de l'étoile qui, dans un premier temps, dans son passage près du trou noir, dans une zone critique que j'avais définie, était aplati dans le plan de son orbite et qui finissait par exploser. Et donc j'ai écrit toute une série d'articles faisant des prédictions astronomiques. Bon, j'avais appelé ça, en français en tout cas, les crêpes stellaires flambées, parce qu'on avait des étoiles aplaties en forme de crêpes, puis qui finissaient par donner de grandes flambées de rayonnement. Et c'est quelque chose qui a été effectivement observé une dizaine d'années plus tard, à partir des années 1990, où on a eu accès enfin à des observations dans le domaine de rayons X, hein, grâce au télescope embarqué, des phénomènes très énergétiques qui se passent dans des noyaux de galaxies lointains, et donc qui sont interprétés pour certains comme des destructions effectivement d'étoiles par les forces de marée. Voilà. Alors une partie aussi très importante, enfin laquelle j'ai beaucoup tenu de mon travail. Bon, j'ai changé d'échelle, tout en continuant évidemment à suivre tous les travaux sur les trous noirs. Je suis passé à l'échelle de la cosmologie et j'ai développé tout un ensemble de modèles sur la forme de l'espace. C'est en fait, je me suis rendu compte, ça c'était au début, tout début des années 1990, que la cosmologie standard, la cosmologie relativiste, les modèles de Big Bang, ne prenaient pas en compte une possibilité, parce qu'elle n'est pas incluse dans la théorie d'Einstein de la relativité générale elle-même, la possibilité de déterminer en fait la forme globale de l'espace. La relativité générale ne détermine que les propriétés locales de l'espace, courbure, etc., mais pas sa forme globale. Et par exemple, ne dit pas si l'espace est fini ou infini. Les deux sont compatibles avec des équations. Là. Et donc, il faut rajouter des hypothèses mathématiques, enfin venant d'une branche de la géométrie qui s'appelle la topologie, s'était énormément développée au XXe siècle par de purs mathématiciens, mais qui n'étaient pas incorporés dans les modèles de la cosmologie. Et donc, justement, de par mon intérêt pour les mathématiques et la géométrie, je me suis dit que c'était une chose importante à faire, et c'est comme ça que j'ai commencé à partir des années 90 à développer une discipline qui aujourd'hui s'appelle cosmic topologie, la topologie cosmique, en développant donc tout un ensemble de modèles d'espace possibles avec des formes bizarres et variées et donc ont des propriétés topologiques particulières, l'intérêt étant que l'on peut construire, au moins théoriquement en tout cas, des modèles d'espace, je répète, compatibles avec la relativité générale, et qui faussent complètement notre perception. Alors là, encore une fois, on est dans un autre cas d'illusion d'optique. On n'a plus un mirage gravitationnel comme on peut l'avoir avec un objet compact ou un trou noir. On a un mirage global qui pourrait nous faire croire de par les trajectoires des rayons lumineux, que l'espace est, en fait, que la forme que l'espace est différent que ce qu'il est. Et on peut construire des modèles dans l'espace, dans lequel l'espace est beaucoup plus petit que ce que l'on pourrait penser, parce qu'il y aurait des sortes de démultiplication d'images. Alors, c'est vrai que c'est une histoire qui m'a beaucoup plu parce que d'abord c'était effectivement un petit peu, c'était pas très orthodoxe et moi j'ai toujours un petit peu aimé les recherches un petit peu enfin pas vraiment en dehors des modèles standards mais qui rajoutent quelques idées qui n'ont pas été incluses. Alors c'est vrai que pendant une dizaine d'années le sujet
qui était au départ très très technique, très mathématique. Hein. Il fallait étudier des propriétés d'espace aux formes vraiment très très bizarres. Donc il ne semblait pas très crédible aux yeux de la communauté des cosmologistes jusqu'à ce qu'en 2003, on ait des données venant d'un satellite américain, le satellite WMAP, qui avait observé avec une grande précision la structure de ce qu'on appelle le rayonnement fossile, le rayonnement de fond cosmologique, et en avait déduit certaines propriétés. Il y avait certaines anomalies par rapport au modèle strictement standard de l'époque, qui était un espace sans topologie particulière et qui était infini essentiellement. Il y avait quelques anomalies. Et donc, j'ai interprété avec mon équipe cette anomalie parmi des explications possibles, avec une forme d'espace très particulière. On avait appelé l'espace sphérique dodécaédrique de Poincaré, qui avait fait la une de la revue Nature en 2003. Et à partir de là, le sujet a complètement changé d'échelle, puisque bon, c'était pas une preuve, c'était simplement une indication, une possibilité, avec un possible support expérimental. Et après, le sujet s'est énormément développé pendant au moins 15 ans. Voilà. Donc c'était bon, ça a été mes contributions essentielles. Et c'est à partir de 2000, à peu près des années 2015, notamment avec mon retour dans le Sud, où je me suis après penché sur les différentes théories de gravitation quantique qui, comme vous le savez, c'est vraiment le grand sujet pour la physique théorique, en tout cas pour la physique fondamentale, c'est le grand sujet du 21e siècle, c'est-à-dire comment concilier la relativité générale et la physique quantique. On va avoir l'occasion d'en reparler avec les trous noirs et le paradoxe de l'information. Et voilà, et donc ça a résulté surtout en un ouvrage que j'ai publié, là, c'est celui-là, bon, ça s'appelle L'écume de l'espace-temps. C'est un ouvrage, il n'est pas technique, mais quand même, il rassemble sans équation le maximum de ce que l'on peut dire sur toutes ces approches en gravitation quantique, qui ne se réduisent pas du tout, comme on le lit souvent, à la théorie des cordes ou éventuellement à la gravité quantique à boucle, mais il y a au moins 7 approches, toutes plus étonnantes les unes que les autres, qui chacune explore des voies nouvelles. Aucune d'entre elles n'a encore abouti, et ça fait partie effectivement des grands questionnements aujourd'hui. Peut-on élaborer une théorie de gravité quantique qui justement résoudrait certains des problèmes des modèles standards, dont celui du paradoxe de l'information dont on va être amené à parler, également éventuellement le problème des singularités qui ne sont pas très admissibles sur le plan de la physique. Est-ce qu'on peut les éliminer dans des théories de gravité quantique? Donc, de ce que vous avez dit effectivement sur vos débuts, sur l'idée d'avoir été le premier on va dire, à modéliser cette image d'un trou noir, un complément d'information sur qu'est-ce qui a été peut-être la chose la plus difficile vis-à-vis de cette modélisation, notamment à l'époque où elle a été faite. Et pour compléter cette question, est-ce qu'elle correspond ou de quelle façon correspond-elle aux nouvelles visualisations que l'on peut avoir à partir de télescopes de façon moderne? Donc, quelle a été la difficulté de créer cette première visualisation et quelles sont les caractéristiques communes avec les nouvelles observations? Alors, honnêtement, il n'y a pas eu aucune difficulté d'ordre scientifique à faire ce calcul-là, puisqu'il me suffisait d'écrire, enfin de poser correctement le problème, hein, c'est comme ça qu'on fait dans la recherche, hein. C'est donc d'écrire, donc de définir bien la géométrie du problème, c'est-à-dire donc imaginer donc un trou noir entouré d'une structure lumineuse, c'est-à-dire un disque d'accrétion, d'imaginer une sorte de plaque photographique virtuelle, donc située à une certaine distance avec un certain angle d'inclinaison par rapport au plan du disque, et après d'intégrer les trajectoires des rayons lumineux qui sortent de tous les points du disque et la façon dont ils impactent la plaque photo. C'est exactement, voilà. Donc ça faisait appel aux lois de propagation de la lumière dans un espace-temps courbe, ce genre de choses. Donc, il m'a suffi de quelques semaines à peine hein, pour écrire correctement les équations. Donc, sur ce plan-là, aucune difficulté. Après, ce qui est intéressant, c'est plutôt les limitations purement techniques de l'époque. Par exemple, donc, une fois que vous écrivez les équations, évidemment, il n'y a pas de résolution analytique qui peut être trouvée, donc ça doit être résolu effectivement de façon numérique à l'ordinateur. Bah, à l'époque, hein, on avait
un gros IBM à transistor à l'Observatoire de Paris. Hein. C'était avant l'époque où on avait nos ordinateurs particuliers, personnels. On écrivait des programmes en Fortran avec des cartes perforées. Donc voilà, donc c'était pas non plus une grosse difficulté. Hein, voilà, mais simplement, et c'est ça un petit peu l'amusant dans cette affaire-là, c'est que à l'époque ben, l'ordinateur sortait des tableaux de chiffres, c'est-à-dire grosso modo le flux lumineux que l'on recevait sur la plaque photo. Euh, mais ça ne permet pas de donner une sorte d'image plus ou moins réaliste que je voulais obtenir. Hein. On n'avait pas de logiciel pour ça. On n'avait que des tableaux de chiffres, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que j'avais donc des courbes de flux lumineux que me sortait l'ordinateur, et j'ai dû plaquer. Donc j'ai fait un grand tirage papier de cette courbe de flux qui représentait en fait ma plaque photo avec une densité de photons par unité de surface. Et j'ai tracé à la main. Et donc j'ai mis une feuille de papier transparent dessus que j'ai quadrillé, et j'ai mis à la main des points noirs, une densité de points par unité de surface proportionnelle au flux que m'avait donné le calcul. Alors, en tout, j'ai fait ça en 2 soirs. Là, j'ai tracé 10 000 points à peu près, 10 000 points noirs, et avec une densité de points, effectivement, donc proportionnelle au flux lumineux. Et après, j'ai pris le négatif de ce qui était le négatif, et j'ai eu le positif. Et c'est comme ça que que j'ai publié donc cette image en noir et blanc, Mhm. puisque c'est une image en fait qui était, on appelle ça bolométrique, c'est-à-dire c'était une intégration sur toutes les longueurs d'onde possibles et imaginables. C'était pas une image radio, une image optique, etc. Donc il n'y avait pas de couleurs à mettre, effectivement. De toute façon, quand on met des couleurs, même en général, on met les fausses couleurs, de toute façon. Hein. Voilà. Et donc, et donc, j'ai eu l'occasion, en fait, de révéler cette chose-là, qui à l'époque, pour moi, me paraissait naturelle, me paraissait pas extravagante, quoi, disons, cette compte-là, lorsque, effectivement, en 2019, la première image télescopique donc a été présentée par l'Event Horizon Telescope avec effectivement cette image du supposé trou noir géant au centre de la galaxie M87 entouré d'une couronne lumineuse qui était interprétée comme le disque d'accrétion avec des points chauds et ainsi de suite. Oui, et la deuxième partie de la question sur la difficulté, oui, la ressemblance par rapport donc aux images de 2019. Alors tout d'abord, figurez-vous qu'à la fin de mon article de 1979, dans la dernière phrase, je disais que, bon, que c'était évidemment un calcul théorique, et que si un jour on avait la possibilité observationnelle d'obtenir ce genre d'image, qui impliquait en fait une résolution, une finesse de vue inimaginable à mon époque, hein, mais je disais qu'en fait le candidat idéal serait un trou noir géant dont on suspectait, dont on commençait à soupçonner l'existence au centre justement de la galaxie Messier 87. Vous imaginez que donc je n'imaginais pas que de mon vivant cela puisse être fait, et qu'en plus qu'effectivement ce serait Messier 87 qui serait effectivement le premier. Alors tout simplement pourquoi? Ben parce que Messier 87, la galaxie abrite un trou noir géant, qui fait 5 à 6 milliards de fois la masse du Soleil, et en taille apparente sur le ciel, c'est le plus gros, enfin ou le moins petit. Hein. C'est-à-dire sur le ciel, la projection sur le ciel, ça équivaut à peu près à la taille d'une pièce de monnaie d'un euro que l'on poserait sur la Lune. Ce que j'ignorais à l'époque, c'est que euh, les observations dans le domaine radio permettent de faire ce qu'on appelle de l'interférométrie, c'est-à-dire de mettre en réseau des radiotélescopes qui sont positionnés en différents lieux de la Terre et les faire fonctionner dans un mode qu'on appelle donc l'interférométrie à longue base pour avoir l'équivalent d'un radiotélescope unique qui a la taille du réseau. Et précisément, ce que j'ai appris bien plus tard, dès les années 2000, des dizaines de chercheurs de différents pays, dont certains en partie inspirés par mon article de 1978-1979, se sont posé la question, est-ce qu'on pourrait mettre sur place un réseau mondial qu'ils ont appelé l'Event Horizon Telescope,
Event Mhm. Horizon, c'est le nom technique que l'on donne à la surface d'un trou noir, pour accéder effectivement à une résolution dans le domaine radio, dans une longueur d'onde radio très précise, pour accéder juste à cette capacité de voir l'équivalent de cette pièce de monnaie sur la Lune en observant. Alors, il n'y avait que deux trous noirs qui se prêtaient à ça. Il y avait Messier 87 et puis il y avait également le trou noir supposé être au centre de notre galaxie, où à l'époque où j'ai écrit mon article, on n'en parlait pas. Cette idée n'est venue que dans les années 90. Alors il est beaucoup moins massif, mais il est plus proche et les deux effets se compensent. Et pareil, sur le fond de ciel, il occupe également une taille apparente du même ordre. Voilà. Et donc l'Event Horizon Telescope a été fait pour cela, pour faire ces observations-là, qui ont été de ces deux trous noirs, qui ont été effectuées en 2017. Donc la première image, après des simulations numériques, une analyse de données extrêmement complexe, a donné l'image du trou noir de Messier 87. Et puis 2 années plus tard, parce que c'était plus compliqué pour le trou noir galactique qu'on appelle Sagittarius à étoile, ça a été donné. Donc actuellement, on a deux reconstructions, parce que c'est vrai que quand on parle d'images télescopiques, peut-être les auditeurs, les téléspectateurs ils pensent à une photographie comme les belles images que l'on voit du James Webb Telescope, alors que ce sont des reconstructions Mhm. extrêmement complexes à partir d'une masse de données considérable. Il y a des pétabits d'informations obtenues chacune par chacun des radiotélescopes du réseau qu'il faut mettre ensemble à l'aide d'énormes simulations numériques. Il y a plusieurs reconstructions possibles de l'image et on va comparer ces reconstructions avec des modélisations théoriques du type de celle que j'avais faite 40 années auparavant, mais beaucoup plus sophistiquée, en mettant plus de paramètres évidemment, avec les supercalculateurs, et finalement en tirer ce qu'on appelle une photographie de trou noir, qui n'est pas vraiment une vraie photographie, mais c'est une reconstruction. Alors, pour finir, je ne peux pas être trop long, mais sur cette correspondance, c'est vrai qu'au début, quand on a vu ces images, on dit ah ben ça y est, on retrouve les calculs de Luminé, c'est fantastique, ce genre de choses. Voilà. Et moi-même, sur le moment, c'est vrai, je me suis dit bah tiens, la couronne lumineuse avec le point brillant qui est l'effet Doppler que j'avais calculé aussi, c'est formidable, etc. Et puis à mesure que les choses ont évolué, on reposé des questions, puis d'autres chercheurs aussi se sont dit mais est-ce que c'est vraiment le disque d'accrétion que l'on voit? Et puis aujourd'hui, alors bon, j'ai pas publié un article technique là-dessus, mais j'ai mis un article sur mon blog où j'explique ça. Ce que l'on voit, c'est pas vraiment le disque d'accrétion complet tel que celui que j'avais calculé en 1968. C'est une structure plus fine et assez mystérieuse qu'on appelle l'anneau de photon. Photon ring en anglais, c'est une sorte en fait une succession, une accumulation d'images secondaires tertiaires. Parce que quand vous avez effectivement un trou noir avec une structure autour, vous avez une première image qu'on va appeler l'image primaire. C'est l'image directe des rayons lumineux, même s'ils vont être déformés, on va avoir des déformations d'image, c'est quand même l'image directe. Mais après, il y a des rayons lumineux qui partent de l'autre côté et qui vont revenir vers vous et qui vont nous donner une image beaucoup plus déformée qu'on appelle une image secondaire. Et ainsi de suite, une image tertiaire, etc. Et bref, en fait, les images d'ordre supérieur ou égal à 2, etc., en fait, elles s'écrasent toutes autour de l'ombre, ce qu'on appelle l'ombre du trou noir, c'est-à-dire l'image de l'horizon des événements lui-même légèrement agrandi par un effet de loupe, et on a un petit halo lumineux qu'on appelle l'anneau de photon. Et finalement, et c'est pas beaucoup dit, en tout cas dans la vulgarisation, sauf celle que j'ai faite, ce n'est quasiment jamais dit. On faut trouver ça dans quelques articles techniques. Bon, voilà. Ce que l'on voit dans les images télescopiques présentées par les Event Horizon Telescope, c'est l'anneau de photon. C'est pas le disque d'accrétion complet qui, de toute façon, dans le domaine de longueur d'onde où on observe, est très peu lumineux. En Mhm. revanche, c'est effectivement l'anneau de photons que l'on voit, d'autant qu'après, connaissant la distance et la masse des trous noirs en question, la théorie de la relativité générale permet de déterminer exactement la distance de la taille de l'anneau de photons
associé à un trou noir de telle ou telle masse, et ça correspond exactement à la taille moyenne de ces couronnes lumineuses. Et les couronnes lumineuses, normalement, l'anneau de photon, il est extrêmement fin, il est extrêmement mince. Dans les images de Messier 87 et de Sagittarius à étoile, on voit des sortes de couronnes. Et c'est parce que simplement la résolution n'est pas suffisante. Et donc c'est le disque, le anneau de photon, est légèrement épaissi. D'ailleurs, les derniers progrès de l'Event Horizon Telescope, à travers de nouveaux logiciels plus sophistiqués, commencent à amincir l'image, qui reste toujours absolument compatible avec ce qu'on appelle l'anneau de photon. Donc voilà un petit peu l'état de la question sur ces images de trous noirs. Merci beaucoup, Monsieur Luminet. Merci pour ces précisions. Comme vous l'avez mentionné, vous êtes également l'un des pionniers dans l'étude théorique des événements par effet de marée, des événements de rupture, pardon, par effet de marée. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui dans la compréhension de ce phénomène? Est-ce qu'il s'agit purement de calculs mathématiques ou bien est-ce que c'est un événement qui serait observé assez fréquemment par les astronomes? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce qu'on observe? Est-ce que les événements de rupture par effet de marée sont toujours liés au trou noir? Oui, alors pour avoir en tout cas des destructions d'objets type étoile, il faut effectivement des forces de marée considérables qui ne peuvent être engendrées effectivement que par des trous noirs. Alors cela dit, après le champ de marée des trous noirs et ses effets en fonction de la distance dépendent très fortement de la masse des trous noirs. Et donc, autour de chaque trou noir, on peut définir de façon assez simple ce qu'on appelle un rayon de marée, qui est en fait une distance critique en dessous de laquelle, si un objet, un corps céleste, disons ordinaire, ça peut être une planète, une étoile, c'est-à-dire des densités de l'ordre de quelques grammes par centimètre cube, hein, comme les objets célestes, pénètrent, eh bien, ces objets vont être soumis à des tensions gravitationnelles telles qu'ils vont être effectivement détruits. Voilà. Et simplement, ce rayon critique, ce rayon de marée, qu'on appelle aussi parfois tidal radius en anglais, il, il n'est plus grand, il est plus grand que la taille du trou noir. Donc, ce qui était intéressant à mon époque, c'est d'étudier les interactions entre des trous noirs moins massifs que 100 millions de fois la masse du Soleil et des étoiles. Voilà. Où là, effectivement, on a une certaine marge. Voilà. Après, une fois qu'on a défini ça, alors il faut mettre en... C'est beaucoup plus compliqué sur le plan astrophysique, disons, de mettre ça en équation que de calculer l'image du trou noir. Parce que, il fallait mettre de l'hydrodynamique, il faut modéliser une structure stellaire qui va pénétrer dans un champ de marée extérieur, donc avec des champs gravitationnels, compressifs, expansifs, etc. Suivre le mouvement, parce que c'est pas quelque chose de statique, et après y inclure, parce que l'idée un peu intuitive, c'était que l'étoile est effectivement, avant de faire des calculs, c'est toujours bon d'avoir une intuition géométrique. Ça, je ne l'ai pas dit, mais déjà pour mon image de trou noir, je savais à l'avance ce que je devrais obtenir parce que j'avais eu une intuition géométrique. Donc pareil pour les crêpes stellaires, un raisonnement géométrique assez simple m'avait conduit au fait qu'il y avait une, une direction de champ de marée compressive et donc ça devait forcément aplatir l'étoile. Et là, je me suis dit, ben, si on l'aplatit beaucoup, on va pas pouvoir l'aplatir indéfiniment parce qu'il y a un moment où la pression va réagir, la température va augmenter, ça va exploser, peut-être parce qu'il va y avoir un déclenchement de réaction thermonucléaire particulière dans l'étoile, parce qu'elle est chauffée à des dizaines de millions de degrés, et ça. Voilà, c'est pour ça que j'avais modélisé ce que j'avais appelé donc les crêpes stellaires flambées. Et donc il fallait aussi inclure dans les simulations numériques de la physique nucléaire. Un réseau d'éléments nucléaires, en fonction de la température, on allait voir. Donc ça a été assez compliqué, donc je l'ai fait dans une série d'articles avec différents collaborateurs, et donc j'avais fait quelques-unes de ces prédictions. Et effectivement, comme je l'ai dit au début, à partir des années 1990, on a commencé à voir des événements qui ont été interprétés par des événements de rupture de marée. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'avais montré avec mes collaborateurs dans cette série d'articles que il y avait quand même d'énormes différences entre une étoile qui ne fait que frôler
la distance critique, le rayon de marée, ou en faisant le frôler, elle était effectivement détruite, mais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle n'explosait pas. Elle était détruite en libérant, en étant étirée, et finalement, elle se dissociait. Elle perdait sa cohésion gravitationnelle. Elle libérait une partie de son gaz, enfin à peu près la moitié du gaz libéré par l'étoile restait en orbite autour du trou noir et une autre moitié allait être éjectée loin du trou noir. Ce sont ces premiers événements qui sont statistiquement plus fréquents dans l'ensemble de tous les événements de rupture par les forces de marée qui ont commencé à être détectés dans les années 90. Maintenant, la partie la plus originale des travaux que j'avais faits, c'était où on avait exploré le cas où l'étoile pénétrait, ne se contentait pas de frôler, elle commençait à pénétrer dans le rayon critique d'un facteur 2, d'un facteur 3, d'un facteur 4, jusqu'à un possible facteur 10, sans toujours tomber dans le trou noir. Et là, les forces de marée varient considérablement. Elles varient comme l'inverse du cube de la distance, et non pas comme l'inverse du carré, comme pour les forces directes. Voilà. Et donc, les processus devenaient extrêmement violents. Et c'est pour ça qu'effectivement, nous avions prédit qu'une étoile qui pénétrait cette fois-ci dans le rayon de marée d'un facteur significatif, 5, 6, 7 fois, 10 fois, elle subissait un sort beaucoup plus brutal, et notamment donc ce phénomène de crêpe stellaire flambée, explosion thermonucléaire, ce genre de choses. Et ça, il a fallu attendre les années 2000 pour commencer à avoir des observations qui suggèrent, à travers des événements observés très lointains, hein, ça se passe au centre de galaxies lointaines, pour effectivement commencer à interpréter ces événements par des événements de rupture de marée, mais violents. Voilà. Donc aujourd'hui, donc à cette époque-là, dans les années, j'ai commencé ces travaux dans les années 80. Bon, j'ai été effectivement l'un des pionniers vraiment de ces études-là. J'ai été vraiment aussi le premier à faire des simulations numériques précises. Voilà. Après, ça a été repris de façon beaucoup plus sophistiquée. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de lancer des sujets, puis après de passer à d'autres sujets. Voilà. Et donc après, ça a été repris de façon plus sophistiquée, c'est-à-dire avec d'énormes simulations numériques, hydrodynamiques, en rajoutant plein de choses, pour grosso modo trouver à peu près grosso modo les mêmes résultats, mais en tout cas, effectivement, des choses beaucoup plus sophistiquées qui pouvaient être vraiment comparées plus en détail avec les observations astronomiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il existe un catalogue. Alors on appelle ça donc tous ces événements s'appellent en anglais c'est les TDE, c'est-à-dire Tidal Disruption Events, les événements de rupture, événements de rupture maréale en français. Voilà. Les TDE. Et donc aujourd'hui, les TDE regroupent un grand nombre de phénomènes. Il y a des TDE relativement calmes, c'est-à-dire où l'étoile, elle est étirée, brisée, et on a des images maintenant de ça, des images observées au télescope, et puis des événements beaucoup plus violents, où carrément on a effectivement des sursauts de rayonnement extrêmement violents, qui ne sont même pas explicables par des explosions de supernova, et qui peuvent être expliqués effectivement par des détonations maréales d'étoiles, donc que j'avais effectivement prédites dans les années 1980. Et aujourd'hui, on a un catalogue d'à peu près qu'on trouve sur Internet, hein, de la même façon qu'on a des catalogues d'ondes gravitationnelles aujourd'hui, on a des catalogues de TDE, on en a une bonne centaines d'événements, donc ils sont observés depuis maintenant une vingtaine d'années, et ça ne fait évidemment que s'accumuler à mesure que nos télescopes s'améliorent. Très bien. Parfait. Bon, merci pour toutes ces informations sur cet effet de marée et sur les observations qu'on en a. Donc en 1977, vous nous l'avez dit, vous avez soutenu votre thèse à Paris sur la singularité en cosmologie. Comment est-ce que la science a progressé dans la compréhension de la singularité depuis et est-ce que vous diriez que les choses ont vraiment bougé depuis? Oui. Alors ces travaux, et ce sujet de thèse donc m'avait été donné parce que les singularités à l'époque se traitaient uniquement dans le cadre de la relativité générale, pure, classique, on va dire classique. Classique au sens de non quantique. Et donc il y avait eu, quelques années auparavant, les fameux théorèmes, qu'on appelle des théorèmes sur les singularités, qui avaient été démontrés par Roger Penrose et Stephen Hawking.
et qui démontrait mathématiquement, à partir des équations de la relativité générale et moyennant quelques hypothèses tout à fait plausibles sur la nature de l'énergie, tout un ensemble de choses, que lors de ce qu'on appelle l'effondrement gravitationnel, eh bien, on aboutissait automatiquement à la formation d'horizons des événements, c'est-à-dire de surface de non-retour, et au-delà, extrapoler, peut-être aboutir à une singularité, c'est-à-dire un point de l'espace-temps où tout, où la courbure devient infinie, ce genre de choses. Voilà. Alors, ça s'appliquait aussi bien à l'effondrement gravitationnel conduisant au trou noir. Donc, on avait des théorèmes mathématiques montrant l'occurrence inévitable de singularités en relativité générale. Voilà. Et donc j'ai fait on se posait la question justement à l'époque, est-ce que ces singularités ne résultaient pas d'une trop grande simplification des hypothèses que l'on peut faire sur les symétries de l'espace-temps, etc. Et donc j'avais fait ma thèse là-dessus où j'avais étudié des modèles possibles d'espace-temps, pas réalistes, mais techniquement, géométriquement possibles, où en enlevant les symétries, on regardait si, en enlevant beaucoup de symétrie, est-ce que les singularités restaient. Et le résultat, c'est que oui, elles restaient. Donc c'était tout à fait compatible avec la démonstration a priori générale de Penrose et de, euh, et de, et de Stephen Hawking. Donc voilà, donc c'était ça l'objet de ma thèse. Alors, en quoi le sujet il a évolué depuis? Ben, déjà à l'époque, ça posait quand même problème parce que même si les singularités étaient prédites comme étant inévitables par la théorie de la relativité générale, pour les physiciens, elles sont un petit peu inacceptables. Donc elles semblaient indiquer une limitation de la théorie. Hmm. Les théories, elles sont belles, elles marchent bien, mais aucune n'est parfaite. Il y a une théorie de la gravitation qui est légèrement différente de la relativité générale, qui reste classique en ce sens qu'il n'y a pas du tout de phénomène quantique. Ça s'appelle la théorie de Cartan, sur laquelle d'ailleurs Einstein s'est lui-même intéressé, et dans lequel il y a une propriété géométrique de l'espace-temps supplémentaire à la courbure qui est introduite, qui s'appelle la torsion. Et quand on introduit la torsion, une quantité géométrique parfaitement définie, que l'on peut définir, tout ça, voilà. Quand on introduit la torsion, on s'aperçoit qu'il y a plus on élimine les singularités. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de rebond que la torsion, à un certain moment de l'espace, lors de l'effondrement gravitationnel, par exemple, les phénomènes de torsion prennent le pas sur la gravitation attractive et donnent quelque chose de répulsif. Donc déjà, ça élimine les singularités. On pense aujourd'hui, on a tendance à penser, on a de bonnes raisons de penser, que dès que l'on met de la physique quantique, des phénomènes quantiques dans la description relativiste, dans la relativité générale, les singularités disparaissent, sont éliminées. Simplement, juste pour confirmation, peut-être pour nos auditeurs, pour moi-même aussi pour être sûr, quand on parle de singularité, on parle donc de l'émergence d'un trou noir à partir d'une étoile qui se détruit sur elle-même, et ce qui générerait un trou noir, c'est bien ça. Et donc l'idée, c'est soit ça peut être le cas devenant des étoiles, ou alors si on enlève ces singularités, ça veut dire que potentiellement les trous noirs seraient créés différemment et pas venant de cette destruction d'une étoile sur elle-même. Faites bien de me poser cette question parce que c'est une fausse idée qui est répandue d'associer les trous noirs aux singularités. D'accord. C'est vrai qu'au départ, on a eu tendance à associer, il y a eu d'abord dans toute l'histoire de la relativité générale, il y a eu une forte résistance à l'idée des fondements gravitationnels pouvant aboutir à la formation de trous noirs parce que, en extrapolant, on arrivait à la singularité. Les physiciens n'admettaient pas qu'il y ait des singularités, et donc, pendant des décennies, les trous noirs ne semblaient pas crédibles parce qu'on assimilait les trous noirs à de singularités. Donc après, ce qui se passe à l'intérieur, bon, je peux le dire honnêtement, aujourd'hui, on ne le sait toujours pas. On peut y envoyer nos équations, mais comme elles sont, pour l'instant, elles ne sont pas imparfaites, elles sont imparfaites puisqu'on n'a pas de bonne théorie de la gravitation quantique, on peut soit imaginer qu'il y a effectivement des singularités, ou plutôt d'autres phénomènes, des rebonds, et ainsi de suite. Donc je répète, Mhm. aujourd'hui, pour former un trou noir, il suffit de faire rentrer dans un volume donné d'espace-temps une certaine quantité de masse, matière-énergie. On définit un horizon des événements, une sorte de piège gravitationnel. C'est ça le trou noir. Et on ne sait pas ce qu'il y a au fond. Il peut y avoir une singularité, pas de singularité, un trou de verre, tout ce que vous voulez, toutes ces choses bizarres.
possible théoriquement, mais le trou noir, c'est un horizon des événements. Merci beaucoup pour ces précisions. D'accord, très bien. Et donc, on en a parlé un petit peu, vous en avez parlé un petit peu vis-à-vis d'une étoile passant à côté d'un trou noir et de ce qui lui arrivait. Et on ne sait pas forcément ce qui se passe à, on va dire, la matière rentrant dans un trou noir, mais ou matière ou information. Selon vous, justement, qu'arrive-t-il à cette information qui arrive dans les trous noirs? Est-ce qu'elle est immédiatement perdue? Est-ce qu'elle est peut-être stockée quelque part? Est-ce qu'elle peut être restaurée? Euh, et peut-être aussi, pouvez-vous expliquer un peu l'idée d'information dans ce cas-là? Qu'est-ce que cela signifie exactement? Voilà, donc on en vient effectivement à cet épisode crucial de l'histoire donc de la théorie des trous noirs, qui tourne effectivement autour de ce qu'on a fini par appeler le paradoxe de l'information. Alors, au départ, cela vient d'une loi fondamentale qui régit l'évolution des trous noirs, qui au départ était une conjecture, puis qui a plus tard a été démontrée. Elle avait été formulée de façon pittoresque, cette conjecture, par John Archibald Wheeler, qui avait dit Black hole has no hair, c'est-à-dire donc en français un trou noir n'a pas de chevelure. Qu'est-ce que cela voulait dire? Eh bien, cela voulait dire que lors de la formation d'un trou noir, quasiment toutes les informations sur la matière qui a contribué à la formation du trou noir, et donc normalement des milliards et des milliards d'informations possibles et imaginables, la forme, la composition, tout un ensemble de choses, bien entendu, elles sont avalées par le trou noir. Et ne subsistent que trois quantités seulement, qui sont la masse, ce qu'on appelle le moment angulaire, qui est une quantité liée à la rotation propre d'un trou noir, et une éventuelle charge électrique globale. Donc la conjecture, donc un trou noir n'a pas de poils, ça voulait dire qu'un trou noir, une fois formé et à l'équilibre, c'est-à-dire qu'il n'est plus en interaction avec quoi que ce soit, il est entièrement déterminé, mais totalement décrit par trois paramètres. Ce qui en faisait quand même l'objet le plus simple, paradoxalement, l'objet le plus simple de la physique. Prenez un simple, je sais pas, morceau de sucre, si vous voulez le décrire complètement, il vous faut des milliards de paramètres. Le sucre il peut Hmm. être blanc, il peut être roux, il peut être cubique, il a une forme, il a une composition atomique, etc. Il y a des milliards de paramètres. Non. Là, vous avez un objet qui est décrit par trois paramètres. Après, en réalité, on montre que la charge électrique globale, théoriquement, oui, mais en pratique, non. C'est-à-dire, si un trou noir se forme, il est électriquement neutre. Donc, cela veut dire que le trou noir générique de l'univers, c'est la solution de Kerr, comme on l'appelle, c'est-à-dire un trou noir en rotation, qui n'est décrit que par deux paramètres, la masse et le moment angulaire. Et ça veut dire que donc, il y a une quantité phénoménale d'informations qui ont été avalées par le trou noir. D'accord? Bien. Donc, déjà, c'est dans toutes les configurations, toutes les configurations de la matière extérieure au trou noir qui ont été avalées par le trou noir. Donc, le trou noir classique est un piège à information. Ça, c'était la conception au début des années 1970. Piège à information. Bon. À cette même époque, ben, les théoriciens des trous noirs, les Wheeler, les Hawking, Brandon Carter, etc., et quelques autres, étudient les lois d'évolution des trous noirs. Théorique, hein, tout ça, c'est, pour l'instant, c'est sur le plan théorique. Étudient les lois d'évolution des trous noirs. Par exemple, comment les trous noirs interagissent entre eux, par exemple, lorsqu'ils sont en interaction, et ainsi de suite. Ou comment un trou noir isolé évolue au cours du temps, etc. Et ils mettent à jour ce qu'ils appellent à l'époque les lois de la thermodynamique des trous noirs. Pourquoi? Ben parce que il y a quatre lois qui régissent la dynamique des trous noirs, l'évolution des trous noirs, avec lesquels on peut faire un parallèle avec les lois usuelles de la thermodynamique. Et la loi la plus intéressante de toutes, c'est la deuxième loi de la thermodynamique, la fameuse loi de la thermodynamique, qui dit qu'un système isolé, au cours du temps, a une quantité thermodynamique qui s'appelle l'entropie, qui ne peut qu'augmenter au cours du temps. Et l'entropie, c'est quoi? C'est une mesure du désordre, c'est-à-dire c'est une mesure de la perte d'information que l'on a sur un système.
Donc la deuxième loi thermodynamique nous dit qu'à mesure un système isolé, tant qu'il n'interagit pas, c'est pas le cas d'un système vivant par exemple, qui interagit avec son environnement, un Mhm. système thermodynamique isolé, voit son entropie augmenter au cours du temps, c'est-à-dire l'énergie se dégrade et on a de moins en moins d'informations sur lui. Maintenant, il y a les théoriciens de la théorie quantique des champs qui entrent en jeu. Et là, on est dans les années 80. J'ai dit, mais là, il y a un problème là. Vous savez qu'en physique quantique, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a un théorème, c'est pas le théorème d'unitarité, enfin, peu importe le nom, il ne peut pas y avoir de perte d'information. Donc, si on pouvait décrire le trou noir, mais vraiment de façon cohérente, dans le cas de la physique quantique, eh bien, toute l'information devait être récupérée. Donc, c'est là où le débat a commencé et on a appelé ça le paradoxe de l'information. Alors au début, il y avait deux écoles qui s'opposaient. Alors il y a plutôt les écoles des relativistes, autour de Hawking, Gibson, etc., qui disaient qu'effectivement, alors je veux dire, il y avait un piège d'information qui était une partie irrécupérable. Et puis de l'autre côté, il y avait l'école plutôt des quanticiens, hein, des physiciens quantiques, qui disaient que non, il y a un truc qui ne va pas et que voilà. Bah, le paradoxe, il est toujours pas résolu. Alors même si au cours du temps, on a fini plus ou moins par admettre que c'est la théorie quantique des champs qui a plutôt raison, et donc lui-même Hawking a changé également à nouveau également d'opinion. Et il a essayé de comprendre effectivement qu'est-ce qui pouvait résoudre le paradoxe de l'information. Et le paradoxe de l'information, il existe toujours aujourd'hui. Alors on a essayé de le résoudre par différentes approches qui sont souvent liées à des scénarios possibles de gravité quantique. Par exemple, l'idée très intéressante qu'on appelle le principe holographique, c'est-à-dire l'idée qu'en fait l'information liée à un trou noir, au lieu d'être dans le volume, elle est sur la surface. Et il y a eu effectivement quelques démonstrations théoriques, en tout cas, dans des cas un peu particuliers, qui montraient que l'on pouvait retrouver la formule de l'entropie d'un trou noir, la formule donnée par Bekenstein et par Stephen Hawking, en divisant la surface, théoriquement, hein, en divisant la surface d'un trou noir en unités très petites, des unités de surface microscopiques qui sont liées à ce qu'on appelle la longueur de Planck, hein, voilà. Et on va compter ces unités comme des bits d'information. On en revient à la théorie de l'information et on va retrouver l'entropie globale en comptant le nombre de ces bits d'information. Donc assez intéressant cette idée que l'information était stockée sur la surface. Une idée plus prometteuse, c'est dans le cadre de l'une des théories de gravité quantique qui s'appelle la gravité quantique à boucle. C'est une théorie qui a été développée initialement par l'idée venue de HTK, puis après elle a surtout été développée par mon collègue Carlo Rovelli, et puis par Lise Moline, et puis par quelques autres. Voilà. C'est une idée alors complètement différente de la théorie des cordes, dont d'ailleurs je n'ai pas vraiment parlé. L'idée de la gravité quantique à boucle consiste carrément à discrétiser l'espace et le temps. C'est-à-dire si on veut quantifier la gravité, c'est-à-dire la discrétiser, comme on relativisera la gravité, c'est de la géométrie, eh bien, on va quantifier la géométrie. Donc, au lieu de travailler sur un espace-temps continu, comme continue à le faire la théorie des cordes, par exemple, où on est obligé d'ailleurs de rajouter du coup des dimensions supplémentaires à l'espace, dans la gravité quantique à boucle, on continue à travailler sur un espace-temps à trois dimensions, mais au lieu d'être continu, il est discrétisé. Donc il est équivalent de grains élémentaires d'espace et peut-être également de grains élémentaires de temps, l'équivalent d'atomes d'espace et d'atomes de temps. Donc dans ce genre de choses, déjà, les singularités sont éliminées. Mhm. Parce que par exemple, dans les fondements gravitationnels, il y a un moment où on va se heurter aux grains élémentaires d'espace, qui n'est pas infiniment petit, il est très petit, mais il n'est pas infiniment petit, et donc il va y avoir un rebond. Et récemment, justement, Carlo Rovelli et quelques-uns de ses collaborateurs ont fait une suggestion théorique intéressante, je trouve intéressante. Bah, après, elle est ce qu'elle est, hein, puis elle est pas testable pour l'instant. C'est de remplacer la notion de trou noir parce qu'ils en ont appelé des étoiles de Planck. Alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que on redécrit les fondements gravitationnels pour former un trou noir habituel,
mais dans le cadre de la gravité quantique à boucle. Et donc, effectivement, avant d'aboutir à une singularité, qui est impossible dans le cadre de sa théorie, il y a un rebond sur l'équivalent de ce qu'on appelle la longueur de Planck. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça les étoiles de Planck. Et ce rebond peut faire ressortir carrément la matière et l'énergie de l'horizon des événements, donner ce qu'on appelle une sorte de trou blanc, mais au même endroit où le trou noir s'est formé. Mais avec des dilatations, des facteurs de dilatation temporelle tels que dans notre univers à nous, on ne pourrait pas les observer, même si ça s'est déjà produit dans l'univers. Mais ça résoudrait le paradoxe de l'information à partir du moment où tout ne reste pas piégé dans l'horizon des événements puisque ça ressort. Bon, c'est une manière de résoudre le paradoxe de l'information. Donc, encore une fois, en essayant de vulgariser au mieux, ce que j'essaie de comprendre, on parle d'un trou noir comme un trou où les choses rentrent dedans, un puits, un siphon où l'information est détruite à l'intérieur, à quelque chose qui détruit l'information, certes, mais rejette cette information à l'extérieur. Oui, alors on ne peut pas dire que le trou noir détruit l'information, il l'emprisonne, il ne la détruit pas, justement. Et justement, les quanticiens nous disent que si un trou noir s'évapore, par exemple, l'information n'étant pas détruite, on la récupérera entièrement. D'accord. Même, je veux dire, dans le contexte différent des trous noirs, il y a souvent dans la vulgarisation, pour illustrer cette propriété de la physique quantique, disant que l'information ne peut pas être perdue. On appelle ça l'unitarité. Ils prennent l'exemple, par exemple, d'une feuille de papier. Vous écrivez quelque chose, vous écrivez un texte, etc., puis vous le brûlez, vous le calcinez complètement. La théorie quantique nous dit que de toute façon, vous avez réduit ça en atomes, etc., et l'information, elle est toujours là. Hmm. Et vous pouvez toujours imaginer un processus, bon, technologiquement hors d'atteinte pour nous, mais théoriquement possible, dans lequel vous allez récupérer la totalité de l'information. Ce serait pareil avec les trous noirs. Ils auraient retenu, ils n'auraient pas détruit l'information, ils l'auraient emprisonnée pendant un certain temps, et après, on finirait par la récupérer. Aujourd'hui, on pense qu'il n'y a pas de destruction d'information dans le trou noir. Alors après aussi, c'est vrai que je n'ai pas mentionné cette autre hypothèse, parce que comme je l'ai dit, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans un trou noir. Probablement pas de singularité, mais il peut y avoir, comme vous le savez, des choses encore plus étranges, qu'on appelle des trous de verre, des wormholes, Hmm. c'est-à-dire effectivement des sortes de distorsions telles que une partie de l'énergie de la matière qui rentre dans un trou noir pourrait réémerger ailleurs dans l'univers en transitant par. D'ailleurs, je mentionne au passage, s'appelle précisément voyager dans un trou noir avec Interstellar, c'est-à-dire je redécode toutes les scènes du film Interstellar, donc surtout les scènes de la fin un petit peu mystérieuses où personne n'y comprend rien. L'astronaute, et puis également dans le film, il y a également des trous de verre, mais qui eux sont artificiels. Et donc je discute aussi tout un chapitre je discute du statut des trous de verre, dont on parle souvent beaucoup, qui font rêver parce qu'on se dit un jour, si on a des trous de verre traversables, on va pouvoir enfin quitter notre système solaire, visiter les étoiles, même sortir de la galaxie en empruntant ces raccourcis d'espace-temps qui nous permettraient d'accomplir des voyages totalement inaccessibles sur nos échelles de temps à nous, normales, et sans jamais violer les lois locales de la relativité qui nous interdisent évidemment de dépasser localement la vitesse de la lumière. En empruntant ces raccourcis, on pourrait se retrouver en une semaine dans une galaxie lointaine. Voilà. Donc c'est quelque chose de forcément fascinant pour tous les amateurs de science-fiction, tout ce qui rêve, etc. Merci beaucoup, Monsieur Luminet. Dans un article intitulé Big Bang Cosmology and Religious Thoughts, vous réfléchissez justement à la supposition de Friedman et d'une création du monde à partir de rien. Et il y a cette phrase, je cite, traduite de l'anglais. Néanmoins, des idées métaphysiques et théologiques peuvent jouer un rôle important dans les processus de recherche scientifique en tant qu'outil épistémologique pour aider à clarifier l'utilisation de certains concepts fondamentaux. Donc, juste pour citer l'original en anglais, Nevertheless, metaphysical and theological ideas can play an important role inside the science research processes as an epistemological tool, helping to clarify the use of some fundamental notions. D'après vous, comment les idées théologiques peuvent-elles aider à résoudre la question des trous noirs? Un trou noir, est-ce qu'il pourrait être le néant même, d'après vous? Je pense que vous avez cité un extrait de mon livre qui est paru l'année dernière, qui s'appelle The Big Bang Revolutionaries, sans doute, où je retrace effectivement toute cette histoire extrêmement complexe, donc intéressante,
de la genèse des modèles de la cosmologie relativiste moderne et de tous les obstacles qui se sont élevés progressivement contre ce changement complet de paradigme scientifique. Pourquoi changement complet? Parce que avant les premiers modèles de cosmologie dynamique, les modèles de Friedman, qui après ont été développés surtout par Georges Lemaître, on considérait que l'univers ne pouvait pas avoir de début. C'était une sorte de scandale physique d'imaginer qu'il puisse avoir un début. Voilà. Et donc c'était vraiment à l'écart complet du possible récit théologique de la Genèse ou autre, bien entendu. Et ça a fait. Et lorsque effectivement Friedman a découvert pour la première fois les solutions cosmologiques des équations dans la relativité générale, dans laquelle il y avait un début, qu'il a appelé création du monde ex nihilo. Et il a fait après le lien, alors non pas avec la théologie chrétienne, parce que lui, il était plutôt versé dans les cosmogonies orientales. Il a fait le lien avec certaines cosmogonies de l'Inde et de ces, voilà. Mais en restant très prudent, évidemment, sur les implications, sur les réelles implications métaphysiques. Après, ce qui s'est passé, c'est lorsque c'est Georges Lemaître qui a pris le relais. Donc, il retrouve tout le résultat de Friedman, il les redéveloppe, il va beaucoup plus loin que lui, et donc il élabore ce qu'on a appelé le modèle, ce qu'il appelait au début le modèle de l'atome primitif, qui est devenu après aujourd'hui le modèle de Big Bang. Et ça veut dire que c'est un modèle de l'univers est en expansion, mais il y a un début à cette expansion, à une époque finie dans le passé. C'était un homme de religion. Et on lui a fait le faux procès de vouloir justement faire ce qu'on appelle du concordisme, c'est-à-dire d'essayer de faire concorder un récit scientifique, qui sont des solutions cosmologiques de la relativité générale, avec un éventuel récit théologique sur la création du monde. Je pense qu'il ne faut pas mélanger la théologie et la science, mais il ne faut pas les séparer non plus. Et c'est pour ça, donc, la citation que vous avez donnée vous dit que la théologie ne va pas vraiment aider le développement scientifique, mais elle va aider à réfléchir, en fait, au fondement du raisonnement scientifique. Parce que finalement, on a beau dire, tous les scientifiques, aussi rationalistes soient-ils, même s'ils se déclarent matérialistes, pas tous le sont, hein, il y a quand même un arrière-fond, de toute façon, hein, un arrière-fond culturel, philosophique, métaphysique, etc. Et cet arrière-fond, qui n'est pas toujours conscient, va influencer les directions de recherche dans lesquelles on va. Donc, il n'est pas inintéressant, et même il est même intéressant de voir que quelques considérations d'ordre théologique. Alors, c'est intéressant qu'on en parle maintenant parce qu'il se trouve que mon prochain livre, parce que c'est vrai qu'en ce moment voilà, je suis très actif, sur lequel je travaille actuellement, il va paraître en 2026. C'est une immense anthologie sur les cosmogonies. Donc ça s'appelait Les origines de l'univers. Et donc j'ai réuni tous les grands textes de l'histoire de l'humanité qui traitent de l'origine du monde ou des mondes. Alors ça va de la philosophie à des récits théologiques et puis après aux récits modernes. Très bien. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ce complément d'information sur effectivement les influences que l'on peut avoir dans cette science ou dans la science. Changement un peu de sujet, mais pour revenir à quelque chose dont vous avez un peu parlé, vous nous avez dit justement qu'on y reviendrait, c'est les trous noirs à différentes échelles. Oui, oui, effectivement, c'est important d'en parler, d'en dire un. Exactement. Donc je voulais savoir en quoi finalement les trous noirs supermassifs au centre des galaxies diffèrent-ils fondamentalement des trous noirs stellaires? Existe-t-il une différence dans leur dynamique d'accélération et dans la formation des disques d'accélération? Alors, D'accrétion, excusez-moi. oui, oui. Alors, juste avant de répondre à ce point précis, je veux Hmm. dire que théoriquement, il y a au moins 5 échelles différentes, 5 types de trous noirs différents en fonction de leur masse. Bon, sur ces 5, il y en a 3 qui sont astrophysiquement plus ou moins observés aujourd'hui, les 2 autres sont théoriques. Après, dans les stades intermédiaires, il y a 3 échelles qui, elles, correspondent à des trous noirs astrophysiques. Il y a l'échelle stellaire, il y a l'échelle intermédiaire, on va dire, et puis à l'échelle des trous noirs massifs et supermassifs. Alors, donc ce sont des échelles de masse. Mais simplement, pourquoi ce sont des types différents? Parce que leurs processus de formation sont différents. Alors, très brièvement, les trous noirs stellaires, ce sont les trous noirs qui se forment par l'effondrement gravitationnel des étoiles massives. Les étoiles ne peuvent pas être arbitrairement massives, donc les trous noirs stellaires ont des masses minimum de 2,5 fois
la masse du Soleil et des masses maximum de l'ordre de 100 fois la masse du Soleil. Bien, parce que ce sont des cœurs d'étoiles qui se sont effondrés. Les trous noirs intermédiaires, ce seraient des trous noirs qui auraient des masses allant de quelques centaines de fois la masse du Soleil, donc qui ne peuvent plus être stellaires, jusqu'à 100 000, voire 1 million de fois la masse du Soleil. On appelle ça des trous noirs de masse intermédiaire. L'hypothèse a été faite il y a 30 ans sur leur existence, et ce n'est que depuis quelques années à peine que l'on a quelques candidats, qui semblent assez rares, et les processus de formation sont un peu moins évidents. Et puis l'échelle, donc après, il y a l'échelle des trous noirs massifs. Alors les trous noirs massifs, ça commence à 1 million de fois la masse du Soleil. C'est le cas par exemple du trou noir galactique, 4 millions de fois la masse du Soleil. Puis il y a les trous noirs supermassifs, on va les mettre dans la même échelle, hein, c'est-à-dire les trous noirs géants, on va appeler ça les trous noirs géants. Donc les trous noirs supermassifs, c'est plusieurs milliards de fois la masse du Soleil. C'est le cas de M87, le trou noir de Messier 87, hein, qui je l'ai dit, a fait l'objet de la première image supposée télescopique, 6 milliards de fois la masse du Soleil. Depuis quelques années, on a plusieurs qu'on observe des objets de plus en plus lointains, des galaxies lointaines. On n'observe évidemment pas directement des trous noirs, mais on observe des phénomènes énergétiques tellement intenses que l'on est obligé de faire intervenir des processus de libération d'énergie gravitationnelle liés à des trous noirs, dont on fait des estimations de masse. Donc il y a maintenant ce qu'on appelle des trous noirs hypermassifs, dont les masses dépassent 10 milliards de fois la masse du Soleil. Actuellement, le candidat trou noir le plus gros connu dans l'univers serait donc au centre d'une galaxie très lointaine qu'on appelle TON 617, 65 milliards de fois la masse du Soleil. Alors bon, ce sont des chiffres astronomiques qui ne disent probablement rien à nos auditeurs. Il faut savoir que la taille d'un trou noir est proportionnelle à la masse. Donc un trou noir stellaire qui fait 10 masses solaires, il mesure 30 kilomètres. D'accord? Bien. Un trou noir qui fait 10 millions de masses solaires, il met 30 millions de kilomètres. Puis s'il fait 10 milliards, ça fait 30 milliards, etc. Donc le trou noir TON 617, son diamètre, c'est 80 milliards de kilomètres. On pourrait faire rentrer le système solaire tout entier dedans. Donc on a des véritables monstres incroyables dans l'espace qui seraient ces trous noirs hypermassifs. Euh, et, euh, et donc, tous ces trous noirs, quelle que soit leur échelle, ils auraient un petit peu les mêmes propriétés de distorsion de l'espace et du temps. Mais comme je l'ai dit, par exemple, pour ce qui concerne les effets de marée ne seraient sensibles que pour les trous noirs, modérément massifs. Depuis les trous noirs stellaires où les effets de marée seraient très très vifs et très très forts, jusqu'aux trous noirs massifs jusqu'à 100 millions de masses solaires, puis après pour les plus gros, les effets de marée, ils disparaissent à l'intérieur du trou noir. Et par exemple, pour les trous noirs stellaires, quand on se remet à rêver avec la science-fiction de voyager dans l'espace et de s'approcher d'un trou noir, je veux dire, je ne peut pas s'approcher d'un trou noir stellaire parce que les forces de marée agissent à telle distance il y a un processus qu'on appelle la spaghettification, c'est-à-dire que dès qu'on s'approche à assez grande distance d'un trou noir stellaire, les forces de marée agissent à telle distance qu'elles détruisent tout objet en les allongeant dans une direction, sous la forme de ce qu'on appelle un spaghetti. Donc toute configuration serait totalement détruite bien avant de pouvoir s'approcher de l'horizon des événements des trous noirs stellaires. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, mais je vais le dire très brièvement, qui a mené à jouer un rôle de plus en plus fondamental dans toutes ces histoires, c'est la détection des ondes gravitationnelles. Parce que c'est grâce aux ondes gravitationnelles que l'on a accès à certaines propriétés des trous noirs, que l'on n'a pas évidemment dans le domaine électromagnétique, puisque effectivement il n'y a pas de lumière. Voilà. Aujourd'hui, on en a un catalogue d'une bonne centaine d'événements gravitationnels mettant en jeu soit des fusions de trous noirs stellaires, soit des fusions d'étoiles à neutrons, ou soit des fusions qu'on appelle hybrides entre un trou noir et une étoile à neutrons. Et dans tous les cas de figure, on apprend des choses extraordinaires. Et ce qu'on apprend, c'est que premièrement, les masses de trous noirs qui sont mises en jeu
dans les événements gravitationnels, elles sont un peu plus élargies que ce que les masses de trous noirs qui étaient estimées précédemment, qu'on appelait les trous noirs électromagnétiques. C'était des trous noirs qui étaient dans des systèmes d'étoiles doubles, qu'on appelle des systèmes des sources X binaires. Vous avez un trou noir qui est en couple avec une étoile gazeuse, qui arrache une partie du gaz de l'étoile partenaire, qui forme un disque d'accrétion, et ça va émettre des rayons X. Et on a des estimations de masse. Voilà. Hein, voilà. Et donc on a trouvé effectivement, grâce aux ondes gravitationnelles, des trous noirs tout petits, les plus petits possibles, avec des Mhm. masses juste la masse limite, et puis également des trous noirs stellaires, mais plus massifs que ce que l'on pensait précédemment, et notamment des événements gravitationnels mettant en jeu des masses de trous noirs par an stellaires de 60 ou 80 fois la masse du Soleil, dont la fusion donne un trou noir final de 140 fois la masse du Soleil. Et si vous vous dites, mais finalement, il y a plus de fusions de trous noirs que ce que l'on pensait, parce que c'est le cas. Quand on a détecté la première fusion de trous noirs en 2015, on s'est dit on a de la chance, puis après on en a détecté tellement derrière qu'on se dit mais peut-être qu'il y a beaucoup plus de trous noirs, de fusion de trous noirs stellaires au début de l'univers qui se sont déroulés. Et donc on se dit que finalement, s'il y a eu beaucoup de fusions de trous noirs, de stellaires relativement massifs au début de l'univers, ça peut expliquer aussi les trous noirs de masse intermédiaire, tout un ensemble de choses. Voilà. D'accord. Certains sont même allés jusqu'à dire, mais à mon avis, ça va enfin, un peu trop loin tout ça, qu'il aurait pu y en avoir tellement que ça pourrait expliquer une partie de la matière noire. Mais je ne le pense pas. Les quantités de matière noire qui manquent sont tellement gigantesques que, que les trous noirs ne peuvent apporter qu'une contribution euh, faible à ce processus. Voilà. Justement, on voulait en parler. C'est hallucinant ce que la technologie nous permet de faire, de voir de plus en plus loin et de regarder dans ce qui est de plus en plus petit. Euh, il y avait un article très intéressant qui a été publié en septembre 2020 pour les personnes qui ne l'auraient pas lu. Donc c'est un article intitulé Les énigmes de la matière noire. Dans cet article, vous dites que la matière noire est principalement de nature non baryonique, même si elle produit des effets gravitationnels comme ceux associés à la masse. C'est très intéressant. Est-ce que vous pensez que l'énorme gravité euh, et la distorsion de l'espace-temps à proximité d'un trou noir, est-ce qu'elles peuvent être créées par l'influence de la matière non baryonique? Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien entre la matière noire et les trous noirs? Alors rapidement, juste pour synthétiser, la problématique de la matière noire, c'est la suivante, c'est que la matière lumineuse, qui est forcément de nature atomique, on appelle ça techniquement la matière baryonique, on sait que ça ne représente vraiment qu'un pourcentage extraordinairement petit, de l'ordre du pourcent d'ailleurs, de la quantité totale de la densité de masse et d'énergie qu'il y a dans l'univers. Donc il y a quelque chose qui manque. Donc faute de mieux, on commence par l'appeler la matière noire, simplement qu'on ne le voit pas. Alors première étape, on se dit la matière noire, ben, c'est quoi? Ben, c'est de la matière normale, atomique, hein, c'est-à-dire la matière baryonique, faite comme les planètes, comme nous, comme les galaxies, comme les étoiles, faite d'atomes. Voilà. Et c'est pas invraisemblable de penser qu'évidemment il puisse y avoir des configurations, des étoiles trop petites pour briller, tout un ensemble de choses. Voilà. Problème, on a des contraintes venant de ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale en cosmologie, qui interdisent en fait toutes les formes de matière baryonique, on va appeler ça la matière que nous croyons être normale, et qui va s'avérer être marginale en fait plutôt. Même ça. Donc la matière atomique, voilà, ne représente au mieux que 5% du total. Et ça ne suffit pas pour expliquer les mouvements gravitationnels de la matière lumineuse. Donc ça veut dire qu'il y a une forme de matière noire, non baryonique, qui agit par la gravitation, puisque toute forme de matière normale, elle crée de la gravitation. Hein, et donc, c'est ce qu'on appelle donc la matière noire au sens général et qui représenterait à peu près le quart du total. En fait, une explication qui me semble plus simple, plus plausible, c'est que, en fait, les caractéristiques de ces particules théoriques de matière noire sont d'être très très faiblement interactives avec la matière ordinaire.
un petit peu comme les neutrinos, qui sont pas une forme de matière noire, hein, mais qui interagissent très peu avec les détecteurs, et malgré tout, on arrive à les détecter, en détectant une poignée infinitésimale parmi tous ceux qui traversent les détecteurs. Et simplement, ces particules-là, les particules de matière noire non baryoniques, qu'on appelle des WIMPs, c'est-à-dire Weakly Interactive Massive Particles, seraient encore moins interactives que les neutrinos. Donc on peut toujours dire que pour l'instant, on n'a pas encore réussi à construire de détecteurs, même si on a tenté, suffisamment sensibles pour arriver à détecter les particules de matière noire venant du cosmos. Maintenant, les particules de matière non atomique, noires ou pas noires, c'est tout à fait naturel puisqu'on les produit artificiellement au laboratoire. On a des accélérateurs de particules. Hein. Vous faites des collisions entre protons, qui sont évidemment des particules baryoniques, et puis vous avez des gerbes de particules qui ne sont plus du tout baryoniques, qui emportent une partie de l'énergie et de la masse. Donc on se dit que l'univers primitif, très chaud, c'est une sorte de super accélérateur de particules qui a dû effectivement pu engendrer une profusion de particules de matière non baryonique, massive, stable, et qui aujourd'hui explique les mouvements gravitationnels de la matière lumineuse. La question, elle reste donc très débattue. Le consensus est plutôt qu'effectivement elle existe, mais qu'on n'a pas encore réussi à la détecter. Mais il y a beaucoup de chercheurs qui essaient effectivement de trouver des modèles alternatifs en modifiant par exemple les lois de la gravité ou ce genre de choses pour éviter voilà, d'inclure dans les modèles ces formes de matière noire. Très bien. Parfait. Encore une fois, très bonne transition Oui, sur, oui. sur justement ces hypothèses, c'est la façon dont la science avance. Et c'est finalement notre dernière partie de notre entretien, c'est l'avenir de la recherche sur les trous noirs. Et ma question serait, quels sont, ou alors peut-être qu'elle est là, pour la rendre encore plus simple la réponse, peut-être le domaine qui retient le plus votre attention sur les choses euh, qui devraient être faites dans le futur. Quel est l'avenir, on va dire, de la science vis-à-vis des trous noirs? Quel est peut-être un domaine en particulier qui tient votre attention? Ben, si on s'en tient aux trous noirs, mais comme justement les trous noirs, comme je l'ai dit, sont à l'interface effectivement de plusieurs théories, donc Hmm. des incidences aussi sur une physique plus fondamentale, ben, il y a deux aspects du futur que l'on peut imaginer, enfin des progrès éventuels ou des avancées. Ben, il y a l'aspect théorique, et puis après il y a l'aspect observationnel et expérimental. Alors sur l'aspect théorique, ce que l'on pourrait espérer, c'est d'arriver à avoir des modèles de gravité quantique ou autre qui résolvent le paradoxe de l'information de Hmm. façon plausible en tout cas, qui éliminent les singularités également. Voilà, ça c'est la partie théorique, mais rien n'est garanti. En revanche, sur le côté observationnel maintenant, ben, on peut faire confiance effectivement au développement toujours tout plus extraordinaire de la technologie pour nous faire avancer dans la détection de davantage de trous noirs. Et puis l'autre aspect, c'est les ondes gravitationnelles, où je répète, c'est peut-être la fenêtre nouvelle, mais la plus intéressante. Hein. Les ondes gravitationnelles, c'est ça, on accède à un univers qui n'émet pas d'ondes électromagnétiques, qui n'émet pas de neutrinos, qui n'émet que des ondes gravitationnelles, et donc on commence à pouvoir cerner des phénomènes, comme justement des collisions de trous noirs, etc., qui auparavant restaient purement théoriques et totalement inaccessible. Donc on a une fenêtre complètement qui s'ouvre, qui s'appelle la fenêtre gravitationnelle. Et en plus, c'est une fenêtre qui permet de faire des précisions, des prédictions d'une précision extraordinaire, beaucoup plus que les précisions électromagnétiques. Eh bien, pour l'instant, les ondes gravitationnelles, les détecteurs d'ondes gravitationnelles, qui commencent à s'étendre, au début, il y en avait trois. Enfin, au début, première détection, il y en avait deux aux États-Unis. Il y en a un troisième qui était en cours de finalisation, qui était en Italie, projet franco-italien Virgo. Donc à 3 déjà, on pouvait faire de la triangulation, c'est-à-dire cette fois-ci déterminer d'où venait l'onde gravitationnelle dans le ciel. Et puis aujourd'hui, il y en a 5. Il y en a un qui est au Japon, qui s'appelle le Kagra, puis il y en a d'autres en construction. Le projet actuellement en cours, c'est financé, hein, c'est budgétisé, ça s'appelle LISA. C'est un détecteur d'onde gravitationnelle spatiale. Voilà. Et donc pareil, au lieu d'avoir une base terrestre,
de quelques milliers de kilomètres, on aura une base de plusieurs millions de kilomètres dans l'espace. Donc là, il y a un futur assez merveilleux qui s'ouvre, en tout cas, pour toujours mieux cerner ces objets extraordinaires et fascinants que sont les trous noirs à toutes les échelles, hein, que ce soit à l'échelle microscopique qu'à l'échelle supermassive. Hein. Merci beaucoup. Quel avantage l'humanité aurait-elle à avoir une meilleure compréhension de la véritable nature des trous noirs d'après vous? Bah, ça se rattache très généralement à la question à quoi ça sert de faire de la science fondamentale. Je ne parle pas de la science application immédiate, parce qu'il est clair que notre compréhension des trous noirs ne va pas changer la vie de tous les jours, n'a pas d'application pratique, mais creuser toujours plus la nature, qui, je répète, nous sera pour le moment inaccessible. Il y aura toujours un voile ultime caché derrière, mais disons les cartes vont toujours se rapprocher davantage du territoire à mesure que l'on progresse. Et c'est toujours un bénéfice extraordinaire que d'approfondir notre vision la plus profonde. Vous êtes une personne très talentueuse, on l'a bien entendu, sur tout ce que vous avez pu faire. Outre les livres, les articles, les recherches et tout ce que vous avez pu faire, vous faites également de la musique. Euh, Pouvez-vous nous dire à quoi ressemble, selon vous, le son de l'espace? Oui, alors à proprement parler, vous savez qu'il n'y a pas de son qui se propage, c'est-à-dire d'onde acoustique. Le son, c'est l'acoustique, effectivement, il n'y a pas d'onde acoustique qui se propage dans l'espace, qui est un milieu enfin, trop matériel. Donc, ce sont les ondes électromagnétiques que l'on en reçoit, qui peuvent être transposées de manière acoustique. Alors, par exemple, les ondes radio qui sont captées sur ces grandes antennes que sont les radiotélescopes sont transformées en un signal électrique variable au cours du temps. C'est un petit peu comme l'aiguille du micro-sillon hein, sur les anciens disques vinyles. Hein. On a un signal électrique, puis après les haut-parleurs retranscrivent ça sur le plan sonore. Eh bien, justement, c'est quelque chose de merveilleux auquel j'ai eu la chance de collaborer, c'est la captation en fait de signaux électromagnétiques de ce qu'on appelle des pulsars, qui sont en fait des résidus d'explosion de supernova, qui sont en fait des étoiles très compactes, qui sont des étoiles à neutrons, qui tournent rapidement sur elles-mêmes en émettant un faisceau radiatif, soit un petit peu comme un phare, avec donc une régularité de métronome, parce que la vitesse de rotation des étoiles neutrons est extrêmement stable. Et quand on fait cette transposition, c'est-à-dire que on capte le signal électrique d'un pulsar, enfin un signal radio transformé en signal électrique, on l'amplifie et on branche les haut-parleurs et on entend le rythme de rotation. Voilà. Et ça ressemble à des percussions, un système de percussion humaine, naturelle. Et c'est comme ça qu'effectivement, j'ai eu la chance de participer à la création de la première œuvre astronomique et musicale qui s'appelle Le Noir de l'Étoile, avec un très grand compositeur qui s'appelle Gérard Griset, fondateur d'un mouvement important qui s'appelle la musique spectrale, qui avait écouté un enregistrement de ses sons à l'université de Berkeley grâce à des, euh, à des collègues astronomes et qui, de retour en France, m'avait contacté pour collaborer pour la création, donc enfin, pour incorporer ces rythmes de l'espace dans une œuvre musicale. Donc voilà, j'ai eu la chance de faire ça, et puis après j'ai eu beaucoup d'autres collaborations. En fait, j'ai écrit un livre entier à ce sujet récemment qui s'appelle Du piano aux étoiles, où je raconte à la fois tout mon propre parcours musical. Merci infiniment pour votre temps, pour vos réponses très détaillées à nos questions. J'espère que vos questions vous ont aussi intéressé. On a essayé d'aborder différentes thématiques. Remarquablement construit. Bon, bah écoutez, je vous Non, remercie. merci. Passez une très bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Voilà. Au revoir. Un grand merci.